Bonjour à tous, nous sommes le mardi 27 janvier et nous allons débuter le journal du jour en parlant de Pedro Fernandez, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, chippé du côté du FC Barcelone et évidemment, il en faut pas plus pour que ça déchaîne les passions, le storytelling est d'ores et déjà prêt. Nous parlerons également de Kimpembe, un autre Parisien mais qui cette fois est parti du club. Qu'est-ce qu'il devient? On a une grosse interview dans le journal L'Équipe, on parlera de Ben Seguir qui pourrait faire son retour du côté de l'AS Monaco, ça permettra de refaire un qu'est-ce qu'il devient. J'en avais fait un il y a quelques temps, mais alors là, ça va être d'autant plus intéressant qu'on en parle comme le potentiel sauveur des Monégasques. On parlera de l'avenir d'Harry Kane, le prince Harry, comme j'ai l'habitude de dire. Et enfin, on terminera avec les dossiers chauds autour de Julián Álvarez, parce qu'il est très fortement courtisé à un point absolument inimaginable désormais. Vraiment, c'est bouillant. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Le PSG recrute un jeune crack du Barça et le club espagnol est fortement mécontent, de quoi se dire que Paris a récupéré un joueur absolument incroyable, mais qu'est-ce que vaut très concrètement Pedro Fernandez? On parle d'un joueur qui a été recruté pour une somme estimée aux alentours de 8,5 millions d'euros, ce qui est particulièrement important puisque c'est un très jeune prospect et que finalement son parcours en professionnel pour le moment est anecdotique, mais c'est un gros potentiel. On parle d'un joueur qui a signé à Paris jusqu'en 2030 et en termes de profil, il est décrit comme surtout à l'aise au cœur du jeu, même s'il peut dépanner sur les côtés. Il s'épanouit aux abords de la surface, on nous vend une bonne vision, un très bon bagage technique, bref, le genre de joueur assez cliché qu'on imagine sortir de la Masia. En termes d'axe de progression, c'est surtout d'un point de vue physique, autant la capacité à résister à l'adversité d'un Golgoth de Ligue 1 qui peut te mettre un coup d'épaule, que sur sa relative lenteur, son manque d'explosivité, où il pourrait bosser un petit peu là-dessus. Alors je dis que c'est typiquement le genre de profil qui sort de la Masia, mais c'est à noter qu'il a terminé sa formation du côté du FC Barcelone, mais auparavant, eh bien, il avait été ailleurs, et quand je disais que son parcours en professionnel était anecdotique, vous pouvez le voir au nombre de matchs qu'il signe avec le Barça en Liga, c'est vraiment quelque chose qui ne mérite pas trop de commentaires. Par contre, ce qui en méritait, c'était sa pré-saison aux yeux d'Hansi Flick, parce qu'il en avait dit drôlement du bien, et l'entraîneur du club catalan a regretté le départ du joueur, donc on peut se dire que Paris tient un bon petit potentiel. Alors je vais être honnête, j'ai lu beaucoup de choses sur le joueur, mais j'ai pas pu le scouter de façon détaillée, donc mon avis, il est aujourd'hui plutôt en mode on va voir comment ça va se passer, mais par contre il y a un truc qui est sûr, c'est que la dernière fois que le PSG a chopé un crack du côté du Barça, c'était Xavi Simons. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais comptablement ça restait une opération de fou pour le Paris Saint-Germain. 8,5 millions d'euros, c'est un transfert extrêmement important pour un si jeune joueur, mais à l'échelle des moyens du Paris Saint-Germain, c'est une somme qui est absolument anecdotique, donc c'est un pari qui mérite d'être tenté, c'est un coup plutôt intéressant. On sait que le joueur est convaincu par le discours de Luis Enrique, on sait que Luis Enrique voulait également le faire venir, donc il y a quand même pas mal de points qui matchent qui font que c'est vraiment un joueur que je vais surveiller au cours des prochains mois et plus globalement des prochaines années, parce qu'évidemment il va falloir être très patient. Mais au fait, il devient quoi, Presnel Kimpembe? Il est parti du Paris Saint-Germain cet été pour aller du côté du Qatar SC et il a eu une grosse interview dans le journal L'Équipe où il revient sur ses derniers mois et sur sa redécouverte du football. D'ailleurs, il y a un truc qui est plutôt marrant, c'est qu'au début de l'interview, on lui demande ce que ça a fait de quitter le Paris Saint-Germain, le club où il a été formé, le club de toujours. Il avait connu que le maillot du PSG et il dit qu'il a du mal à s'y faire et qu'il dit encore on quand il parle du Paris Saint-Germain, alors qu'il fait plus partie du club, mais j'ai envie de te dire, t'inquiète pas Kimpembe, les supporters ils disent on également, et contrairement à toi, ils ont pas plus de 240 matchs sous les couleurs parisiennes. Bon, une fois que j'ai fait cette petite blague, bah évidemment Kimpembe se dit content de retrouver les terrains de football. Il dit que sa période au Paris Saint-Germain avait été relativement compliquée parce qu'il y avait des indécisions autour de sa blessure, sur quand il pouvait faire son retour, même quand il était apte physiquement, il n'était pas aligné, ses proches comprenaient pas forcément pourquoi ça traînait autant, et évidemment du côté du Paris Saint-Germain, la concurrence était telle, il y avait tellement d'interrogations sur Kimpembe que, pour dire les choses un peu violemment, t'allais pas faire du social en l'alignant simplement pour lui permettre de retrouver son bien-être. Kimpembe, il en avait pleinement conscience, c'est un joueur qui est intelligent et du coup au cours du mercato estival, il a demandé en toute transparence son départ au Paris Saint-Germain et en toute transparence, lors d'une discussion avec Luis Enrique, on lui a dit que de toute façon, c'était pas impossible que la concurrence monte encore d'un cran avec le recrutement d'un nouveau défenseur central, Zabarni en l'occurrence. Donc
Ça s'est quitté en bon copain, j'ai envie de dire ça comme ça. De toute façon, il fallait pas salir l'histoire de Kimpembe au Paris Saint-Germain parce que ça a été un véritable symbole du centre de formation. Il rejoue du côté du Qatar et franchement, c'est tout ce que je lui souhaitais parce que c'est un mec qui aimait beaucoup le football depuis son plus jeune âge, qui aime toujours beaucoup le football, qui a eu des périodes extrêmement compliquées. Le revoir pratiquer son métier et apparemment s'épanouir là-dessus, c'est cool. Il a eu des touches du côté de l'Italie, il a finalement choisi le Qatar. J'espère que le contexte lui convient, mais en tout cas, longue vie à lui. Il parlait également de sa reconversion post-carrière de sportif. Il a plutôt une appétence pour le poste d'agent ou de directeur sportif, mais truc intéressant, et l'anecdote est marrante, il y a Luis Enrique qui lui a dit que par rapport à son caractère, sa personnalité, il pourrait faire un bon entraîneur parce qu'il est écouté et respecté. C'est pas un truc auquel il avait pensé de prime abord, mais qui sait ce que lui réserve l'avenir. Et si le sauveur de l'AS Monaco était un revenant? Non, je parle pas de Paul Pogba, arrêtez de forcer avec Paul Pogba. Non, je parle pas des problématiques d'entraîneur, pas de Leonardo Jardim, pas de Thierry Henry, non, je parle de Ben Seguir. Eh bien oui, le jeune talent marocain est parti au cours du mercato estival du côté du Bayer Leverkusen. C'était une belle vente pour l'AS Monaco puisqu'il avait été cédé pour 32 millions d'euros. Comme vous le voyez, contrat jusqu'en 2030, mais ça se passe pas exactement comme prévu du côté du Bayer Leverkusen. Faut dire qu'il est parti très tôt de Monaco, il avait 20 ans, et c'est un joueur qui était décrit comme un super crack en puissance, et je pense vraiment qu'il a du talent, mais paradoxalement, on l'a jamais vu faire une saison pleine à Monaco. La saison passée, eh bien, il avait disputé 1000 minutes de moins qu'un Akliouche auquel il était beaucoup comparé, par exemple. La saison encore d'avant, Ben Seguir avait malheureusement souffert d'une succession de blessures, bref, il n'avait pas tant de minutes de jeu que ça, et du côté du Bayer Leverkusen, malheureusement, il n'y a pas eu de magie, on n'a pas eu l'effet Moussa Diaby, par exemple, qui avait explosé au sein de ce club. Si vous voyez les minutes de jeu du joueur, vous vous rendez compte qu'il a été titulaire à de très rares reprises, qu'il est à peine entrant et que désormais il est blessé à la cheville, donc franchement c'est compliqué. Alors pourquoi revenir à Monaco? Pour le Bayer Leverkusen, il leur sert à rien ce joueur, en plus il perd de la valeur, donc le relancer quelque part c'est un truc qui peut faire sens. En plus il connaît le contexte monégasque, il connaît la Ligue 1, donc ça peut fitter rapidement. Je me dis que pour Monaco ça peut être un coup intéressant parce que le talent de Ben Seguir il est présent, c'est un joueur qui est certes en difficulté, mais l'effectif monégasque l'est également. Dans les opportunités que tu as au mercato hivernal, il faut faire des concessions, il n'y a aucune solution parfaite, mais celle-là, elle me semble quand même cocher pas mal de cases pour le club allemand, pour le club français et surtout pour le joueur. Harry Kane au Bayern, est-ce que vous le gardez ou est-ce que vous l'évacuez? On avait au cours de ces derniers mois de fortes rumeurs sur un retour du côté de la Première Ligue, mais on peut désormais les oublier. Comme vous le voyez, Sky Allemagne annonce des discussions pour une prolongation d'1 ou 2 ans et Max Eberls, le directeur sportif du club, l'a directement confirmé. On dit qu'Harry Kane se plaît du côté du Bayern Munich. Actuellement, il est engagé jusqu'en 2027 avec le club bavarois. L'idée, c'est donc de prolonger son bail jusqu'en 2028 ou en 2029. C'est un joueur qui était arrivé pour 90 millions d'euros à l'été 2023 et depuis on peut dire qu'il a mis tout le monde d'accord. 126 matchs, 119 buts, 28 passes décisives. Dans une des meilleures équipes d'Europe qui lui donne un contexte favorable, il brille, il a enfin des titres, il est enfin reconnu à sa juste valeur. Alors aujourd'hui, Harry Kane a 32 ans et l'interrogation qu'on peut avoir c'est est-ce que c'est pas une grosse prise de risque de le prolonger jusqu'à ses 33, 34, 35 ans? Est-ce qu'il sera pas cramé physiquement? Eh bien en tant que grand défenseur du Prince Harry, j'ai envie de vous dire il sera pas cramé physiquement pour une raison toute simple, il va pas perdre les qualités qu'il n'a déjà pas. Oui, je défends Harry Kane en le défonçant, mais c'est un joueur qui a jamais été explosif, c'est un joueur qui a jamais été particulièrement rapide, il a jamais eu une capacité à déposer son vis-à-vis en étant un dribbleur fou. En fait, si on regarde les stats physiques de cette saison, Harry Kane est déjà un joueur qui n'est pas capable de faire de grosses accélérations. Ce qui a fait sa qualité, c'est sa lecture dans les derniers mètres, sa qualité de frappe, son sens du placement, bref, c'est un pur numéro 9 de qualité, et ça, il l'aura encore à 35 ans. Donc pour moi, c'est une vraie bonne idée que de le prolonger, et en plus, le marché des numéros 9 est très compliqué, très concurrentiel, tu galères pour aller chercher le moindre mec suffisamment fiable pour être titulaire indiscutable dans un grand club comme le Bayern Munich. Autant dire que quand t'as Harry Kane dans ton effectif, tu réfléchis pas hyper longtemps, tu le gardes. C'est pas comme Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone qui a un âge beaucoup plus avancé. Harry Kane, ça reste un attaquant qui certes n'a plus 25 ans mais a encore pas mal de belles années devant lui, donc son salaire important, il peut continuer à le prendre. Moi je considère que ce serait une excellente chose pour lui et pour le Bayern.
Être supporter de l'Atlético Madrid en ce moment, c'est un délire. T'entends parler de rumeurs autour de Julián Alvarez. Ah, le FC Barcelone le veut. Ah, bah finalement, le Paris Saint-Germain aussi, il va y avoir un duel. Oh, mais dernier rebondissement. Une partie de la presse nous annonce qu'Arsenal serait prêt à poser une somme record pour lui. En fait, c'est simple, on envoie Julián Alvarez absolument partout, sauf chez lui, à l'Atlético Madrid. Alors, les dernières rumeurs l'envoient donc du côté d'Arsenal, et sur les montants de transfert potentiels, je vais vous donner une fourchette tellement large qu'on peut qualifier ça de râteau. Ça évoque des sommes entre 80 et 120 millions d'euros. Je suis désolé de pas être plus précis, mais finalement c'est ce qui sort dans la presse. Moi, j'ai pas d'opinion très précise sur la valeur qu'il peut avoir. En tout cas, si on va sur Transfermarkt, on se rend compte qu'il est valorisé officiellement à 100 millions d'euros. Il a un contrat jusqu'en 2030, et c'est là qu'on voit que l'Atlético avait fait un très bon coup, puisqu'il était arrivé été 2024 pour 75 millions d'euros. C'était déjà sous sa valeur marchande de l'époque, mais là, même s'il traverse une période compliquée à l'Atlético Madrid, bah, tu te rends compte qu'il reste toujours estimé par le marché à une valeur bien supérieure à son transfert. Alors pourquoi on parle autant d'un départ avec autant d'insistance ? Petit 1, période compliquée comme je disais, donc évidemment ça fait nourrir les spéculations. Petit 2, bah, le style de l'Atlético Madrid ne semble pas toujours pleinement collé aux qualités d'Alvarez, et du coup on l'imagine potentiellement partant vers un contexte un peu plus propice. Et petit 3, il y a une telle concurrence autour des numéros 9 sur le marché européen que dès que tu as un numéro 9 où tu te dis qu'il y a un trou de souris par lequel tu peux essayer de passer, bah, il y a 1000 clubs de qualité qui s'y engouffrent. Et là on parle quand même de clubs qui ont de sacrés moyens. Alors l'Atlético, depuis son rachat, a les moyens de faire une belle prolongation à Julián Alvarez en augmentant son salaire, mais est-ce que c'est qu'une question de pognon ? J'en suis pas sûr. L'Atlético, c'est un grand club que je respecte énormément, mais on va pas être de mauvaise foi, on peut pas le mettre exactement dans la même catégorie que les tout premiers clubs, les clubs de tout premier rang. Et aujourd'hui, Arsenal, le PSG, le Barça, je mets ça légèrement supérieur à l'Atlético, et c'est peut-être également ce que peut se dire Julián Alvarez, et c'est peut-être là qu'on a une chance de le voir partir. Affaire à suivre, en tout cas une chose est sûre, ça va être tendu du côté de l'Atlético, et si vous êtes supporter, il va falloir s'habituer à ces rumeurs. Terminé pour ce gros journal du jour, nous allons cet après-midi parler d'un autre club engagé en Ligue des Champions. Bon, rendez-vous traditionnel, je pense que ça va être le Paris Saint-Germain. C'est pas pour rien que j'évite de parler des matchs du PSG dans le journal, c'est que je sais que j'aurai une vidéo dédiée complète d'analyse, et ça me permet de faire le Previously In, la telenovela du PSG. J'ai fait la vidéo hier sur Monaco, une vidéo où j'ai parlé de pas mal de points médicaux. Et j'en profite juste pour glisser un petit mot dont je parlerai pas sur le sujet PSG, mais je vois beaucoup de discussions autour du PSG sur le fait qu'ils ont des blessés, c'est compliqué. Vraiment, regardez Monaco, c'est une dinguerie, j'insisterai jamais assez sur ce qui se passe du côté de leur charnière centrale. Tout mon soutien aux Monégasques. Sur ce, je vous donne rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17h. Kiffez bien votre journée, salut.